Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin pour un nouvel épisode. On va dire la partie 2 du dernier épisode qui était sur Telegram et l'arrestation de Telegram, quelles conséquences pour la France. On a vu qu'il y avait des graves conséquences technologiques, démocratiques et diplomatiques. Aujourd'hui, on fait un peu l'épisode, la deuxième partie, puisqu'on va voir les alternatives qui existent à Telegram et on verra surtout que Telegram n'a jamais été un lieu sûr. Donc maintenant que le CEO de Telegram est prêt à collaborer avec les gouvernements, c'est bien le bon moment pour partir, on verra les alternatives. S'ensuit après évidemment une revue de presse où il y a tout un tas de belles choses encore dans la presse francophone, on verra de nouvelles fois les deux poids deux mesures, et on verra un peu l'idéologie de nos chers scientifiques et bureaucratiques européens. Enfin on terminera sur un projet qui va vous étonner, un projet on va dire on marche sur des œufs. C'est parti donc pour le sujet de fond, qui est la deuxième partie sur Telegram, à savoir quitter Telegram, puisque l'arrestation du CEO de Telegram permet de refaire un comparatif entre les apps de messagerie. Pour ce faire, nous analyserons les apps entre deux critères principaux, les fonctionnalités, c'est-à-dire les groupes, appels vocaux, vidéos, et la vie privée, chiffrement des messages, code auditable, utilisation d'un pseudo. Le banc de test est composé de Telegram, Signal, Messenger, WhatsApp, iMessage, Threema, dans lequel j'aurais pu aussi ajouter Wired ou Ovid. Commençons par Telegram. Autant commencer par la raison de cet article, car Telegram a certes des qualités, mais aussi des défauts. Comme qualité, l'app regorge de fonctionnalités comme les groupes de discussion, les appels, la possibilité de créer un compte sans numéro de téléphone et de partager que son pseudo. Comme principal défaut, Telegram joue sur une illusion de vie privée. L'app se targue d'être au maximum de la sécurité au point que tout le monde se sent protégé en l'utilisant, mais vos messages ne sont pas chiffrés en utilisant Telegram. Et oui, l'entreprise peut lire et maintenant qu'il se montre plus enclin à répondre aux sollicitations, le régulateur pourra aussi lire vos messages et vos groupes. À moins que vous n'ayez démarré un chat secret avec votre correspondant. Le chiffrement doit être activé par l'utilisateur et il n'est pas mis par défaut dans Telegram. Trop peu de gens le savent, l'app est donc théoriquement sécurisée, mais en pratique personne ne le met en place. Côté open source, là encore Telegram n'est pas parfait, l'app en elle-même est open source, on peut donc regarder comment fonctionne le programme et notamment la véracité de son chiffrement. Néanmoins, le code du serveur n'est pas open source, on n'a donc pas la moindre idée de ce que peut faire Telegram avec nos messages une fois envoyés. Une alternative à Telegram est Signal, puisque Signal est le principal concurrent de Telegram pour la vie privée. Le chiffrement est par défaut surtout dans Signal. Le code de l'app ainsi que son serveur est open source. Signal pêche par un manque de fonctionnalités. Les groupes de discussion sont limités à 1000 personnes. On ne peut pas faire d'appel vidéo à plusieurs. L'app nécessite un numéro de téléphone pour disposer d'un compte. On peut toutefois, depuis peu seulement, partager uniquement un pseudo au lieu de son numéro de téléphone aux autres utilisateurs. Une raison de polémique sur la sécurité de Signal a été ouverte par Telegram. La polémique vient de Tucker Carlson qui prétend avoir été écouté par la NSA alors qu'il échangeait par Signal pour préparer son interview avec Poutine. Cette polémique est un peu sulfureuse de la part de Telegram pour qui le chiffrement est optionnel alors qu'il est forcé sur Signal. Mais cette polémique rappelle deux points importants en sécurité. Oui, un code open source peut avoir des failles présentes même après des années à être scrutées. Le meilleur exemple est la faille Heartbleed apparue sur un code open source existant depuis 2 ans et scrutée mondialement. Oui, une app open source peut n'avoir aucune faille et pourtant se faire pirater. Si la NSA contrôle l'OS de l'app comme iOS ou Android, elle peut contourner le chiffrement. L'app utilise bien la mémoire du téléphone, son clavier ou l'écran. Si ces éléments sont corrompus, on peut récupérer les données en clair. Enfin, dans les alternatives, parlons de WhatsApp, Messenger et iMessage. Sur le papier, ces apps proposent le même chiffrement que Signal avec autant de fonctionnalités que Telegram, notamment pour les groupes de discussion. Cependant, cela reste sur le papier car rien n'est open source. Il faut donc croire de bonne foi l'entreprise Meta pour WhatsApp et Messenger et Apple pour iMessage, en espérant qu'elles n'ont pas installé de porte dérobée pour casser le chiffrement. Edward Snowden, ancien employé de la NSA, a justement déconseillé WhatsApp pour cela. Selon lui, l'app dispose de portes dérobées. Enfin, il y a Threema. Pour finir, on peut citer cette app.
qui est une app open source, made in Suisse, avec une bonne gestion de groupe et le chiffrement. Alternative alléchante, mais l'app coûte 6 euros sur les stores. Cela reste un prix acceptable pour protéger sa vie privée. Cependant, il faut se rappeler qu'on ne parle pas seul sur une app de messagerie. Convaincre ses proches de passer sur Signal peut s'avérer compliqué. Leur demander de débourser de l'argent pour Threema s'annonce impossible. Actuellement, Signal représente la meilleure alternative à Telegram en prenant en compte la limite de 1000 personnes par groupe. Place maintenant à la revue de presse. Alors pour la revue de presse, je voulais encore une fois trouver des pépites venant de l'univers très, comment dirais-je, très bizarre de nos journalistes, toujours évidemment idéologisés et toujours dans la même direction. Donc on commence avec cet article lunaire du Temps. Donc un article du Temps, le déminage de l'Ukraine pourrait être financé par des obligations vertes. Des solutions de financement innovantes pourraient combiner la restauration des terres ukrainiennes et la mise en place d'une agriculture durable ou de centrales solaires afin de favoriser l'autonomie de l'Ukraine sur ces deux tableaux. Pourquoi cet article est lunaire? C'est parce qu'on a un pays qui est en guerre, dans lequel on ne voit même pas la paix se profiler, qui a été décimé, qui a été détruit. Et là, des journalistes sont là et se disent: ce qui manque à l'Ukraine, c'est des panneaux solaires et du bio. Ah, l'avenir de l'Ukraine, ça va, une fois qu'ils auront la paix, il faut vraiment qu'ils fassent du bio et des panneaux solaires, c'est le plus important. On continue avec un autre article de Mediapart. Donc Mediapart, c'est parti. À Paris, le parc locatif s'effondre car des multipropriétaires refusent de louer. L'offre locative dans la capitale a été divisée par 3 depuis 1945, derrière ce phénomène qui s'est emballé au cours des 20 dernières années, depuis l'arrivée des socialistes à Paris, des propriétaires qui ne veulent plus se fatiguer à louer, selon une enquête interne de la ville de Paris. Donc là, les socialistes viennent de faire un sondage qui leur donne la vérité, à savoir que oui, louer en France devient de plus en plus compliqué quand le locataire a tout pouvoir, celui de ne pas te payer, celui de ravager ton appart, réellement, c'est réellement, il y a des juridictions qui ont été faites là-dessus. Quand on t'oblige à faire des rénovations très coûteuses énergétiques et quand en plus on te plafonne ton loyer. À un moment donné, les gens font le calcul et disent: putain, je suis même pas à 2% de rendement si tout va bien, alors que tout ne peut très bien se barrer en couille et vous retrouvez à devoir payer votre crédit sans votre locataire qui paye son loyer et vous ruinez. Donc la location en France, grâce à ces bureaucrates, est devenue peut-être un des pires investissements. Un investissement où vous pouvez, dans le meilleur des cas, tabler sur 2% de rendement et dans le pire des cas, finir ruiné. Et donc bizarrement, les gens ne veulent plus faire ce genre d'investissement et ne veulent plus faire de la location ou alors du Airbnb, qui est la dernière chose rentable. Donc nos amis les socialistes viennent de cibler le problème, c'est qu'effectivement, les propriétaires ne veulent plus se fatiguer à louer. C'est écrit noir sur blanc, mais vu qu'ils parlent de multipropriétaires qui refusent de louer, je pense que pour eux, le problème, ça reste les propriétaires, aka ces mécréants, qui refusent de louer. Enfin, ça a été la semaine du prix Nobel, et il y a eu 2 prix Nobel absolument incroyables. Le premier, c'est l'économie. Alors, le prix Nobel d'économie, l'année dernière, a été donné à des personnes qui ont dit, plus ou moins, je vous résume leur idée, que les banques centrales ont été incroyables. C'est grosso modo ça. Ils ont reçu un prix Nobel pour ça, c'est marrant, hein. Donc le prix Nobel d'économie est souvent donné à des gens qui encensent les bienfaits de l'État. À un moment donné, il était donné uniquement à des gens qui encensent le bienfait du capitalisme, même dans ses excès. Et là, récemment, c'est machine arrière toute. C'est des gens qui encensent mais le bienfait de l'État, incroyable. Donc l'année dernière, c'était ceux qui avaient démontré par A plus B à quel point les banques centrales avaient été prodigieuses ces quelques années. Et là, vous avez ce prix Nobel. Pour arriver à cette conclusion, aka que les institutions apportent le progrès, c'est ça qu'ont démontré les chercheurs qui ont reçu le prix Nobel. Les chercheurs ont étudié les conséquences de la colonisation de larges parties du monde par les Européens au XVIe siècle. Là, j'étais là en mode, mais de quoi ils vont me parler là? Étudiant les taux de mortalité, les lauréats ont découvert que plus ces derniers étaient bas, et plus les colons étaient nombreux. Vous l'entendez bien cette phrase. Et plus les colons européens étaient nombreux, et plus il fallait d'institutions favorisant les investissements. Donc là, c'est un peu comme Mediapart avec l'article d'avant. C'est-à-dire que là, allez savoir dans quelle faille spatio-temporelle on se trouve, mais nos amis, les journalistes et les socialistes qui
pourtant disent souvent que la colonisation a été que de la merde et qu'on a fait n'importe quoi dans le reste du monde, ce qui pour certains cas n'est pas faux, hein. Typiquement en Chine avec la guerre de l'opium ou autre, ça a été que du sale. Mais dans plein d'autres cas, on a apporté effectivement quand même un certain bienfait. Ils osent entrevoir cette porte d'extrême droite. Donc là, on a quand même des thèses d'extrême droite qui disent que les taux de mortalité étaient les plus bas quand les colons étaient les plus nombreux. Donc là, c'est quand même des thèses d'extrême droite qui expliquent que quand il y a des colons, les gens sont en bonne santé, quoi. Bon. Mais ils en trouvent légèrement cette porte de la colonisation à des bienfaits, parce que la colonisation a apporté les bureaucrates européens dans le monde entier, et que les bureaucrates européens ont créé des institutions, et c'est ça qui a apporté le progrès. Et ce, alors que, c'est exactement comme l'article de Mediapart, alors que ils avaient repéré les bonnes choses. Un, des taux de mortalité bas, parce que tout bonnement, l'Europe était à ce moment-là, on va dire, au summum des sciences de la médecine et autres. Donc quand les Européens colonisaient, ils apportaient aussi avec eux leur savoir scientifique, qui a permis effectivement d'avoir des taux de mortalité très bas dans les pays conquis. Et alors que, effectivement, quand les Européens débarquent, les investissements suivent dans le pays. Donc ils ont parfaitement repéré notamment le fait que les Européens à cette époque-là étaient très en avance sur la science et très en avance sur l'économie, le capitalisme, l'investissement. Et donc quand ils arrivaient dans un pays, ils pouvaient faire de la merde absolument, ça c'est sûr, mais ils ont aussi beaucoup développé le pays aussi bien en termes de science, de connaissances et d'investissement. Ils ont parfaitement repéré les choses, mais ils arrivent à prendre un chemin vraiment tortueux pour dire oui, mais ça c'est parce qu'ils ont mis des institutions et c'est les bureaucrates qui ont permis le progrès. Félicitations à eux. Enfin, un autre prix Nobel, cette fois-ci, très intéressant parce que c'est un prix Nobel de chimie qui a été donné à un biochimiste, jusqu'à là tout est normal, à un biochimiste et à un chercheur en informatique. C'est pas une blague. C'est-à-dire que Demis Hassabis et John Jumper sont deux chercheurs en intelligence artificielle de chez Google, dans la startup DeepMind de Google. Et ils ont réussi à créer un logiciel qui permet de simuler le repliement des protéines. C'est-à-dire qu'on leur donne une formule chimique qui définit une protéine, et ils arrivent à savoir comment cette protéine va se reformer sur elle-même. Très intéressant parce que si vous êtes assidu sur la vidéo Codable et que vous n'avez pas loupé celle-ci, où j'explique avec l'aide d'un expert en vaccins comment fonctionnent les vaccins et comment fonctionnent les virus, vous aurez compris que ce qui crée la substance active dans le corps des molécules, c'est la forme qu'elles ont. C'est littéralement des mécanos, c'est-à-dire que c'est la forme de la molécule qui va permettre d'avoir des propriétés sur le corps. Typiquement, la fameuse protéine spike du virus Covid, c'est cette forme de spike qui permet de s'accrocher aux cellules du corps et de contaminer la personne. Et le vaccin Covid avait pour but de créer une sorte de capuchon sur cette protéine spike afin que modifier la forme de cette protéine spike pour qu'elle ne soit plus dangereuse pour le corps humain. Donc les protéines, leur principe actif, c'est leur forme. Et jusqu'à présent, on n'arrivait pas à trouver un logiciel capable de simuler entre une formule de protéines, quelle forme va-t-elle donner et donc quel principe actif va-t-elle apporter sur le corps humain. Donc c'est pour ça que le prix Nobel de chimie a été donné à 2 informaticiens cette année. C'est absolument incroyable. Place au projet personnel, où comme je l'ai dit, on marche sur des œufs avec ce projet personnel. Alors je vous ai habitué à des projets assez compliqués en termes de technologie, qui n'étaient pas forcément toujours très utiles pour Dada Michu, on va dire, avec des problématiques de cryptage, de chiffrement, de blockchain, d'IA, enfin, des choses assez sympas, on s'amuse. Et là, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus terre à terre, ça m'arrive aussi, et surtout de physique. J'aime bien des fois faire des projets en électronique ou en mécanique, j'ai ça l'avantage que je peux concrètement avoir l'objet dans ma main, ce qui me manque parfois en informatique. Donc qu'est-ce que c'est que ce drôle de tube? C'est que j'ai des problématiques dans ma vie qui sont assez compliquées, notamment d'aller chercher des œufs au marché et de ne pas les casser dans mon sac. Il y a bien des boîtes en carton qui existent, mais très franchement, la boîte en carton, dès lors qu'elle s'ouvre ou dès lors qu'elle n'est pas parfaitement plate et qu'on commence à empiler des choses dessus, vos œufs risquent de mal finir. Donc j'en ai eu marre au bout d'un moment, je pense après avoir encore cassé un œuf, et j'ai conçu donc une boîte à œufs empilable, tout bonnement. Donc vous voyez qu'ici c'est un simple cylindre dans lequel on va mettre l'œuf. On met l'œuf ici, on ferme le couvercle,
la démonstration, là, comme dans Téléachat. Et ensuite, vous avez la même chose avec toutes les autres boîtes qui s'empilent verticalement. Voilà, ils s'empilent verticalement. Il faut que je trouve le pas de vis. Voilà. Ils s'empilent verticalement en se vissant les uns les autres. Et ainsi, toute la structure est rigide, très solide. Vos œufs sont en sécurité. C'est testé, c'est approuvé. Je ne vais pas dire que ça a changé ma vie, mais au moins, ça m'a permis de pouvoir transporter mes œufs du marché correctement. Ceux qui veulent, je vous mets les fichiers en 3D en description pour que vous puissiez l'imprimer chez vous avec votre imprimante 3D. Concernant les projets, on va dire, peut-être un peu plus sérieux, un peu plus technologiques, la prochaine fois, je vous parlerai de mon système de vote décentralisé que j'ai appelé Condorcet. Je vous ai fait du teasing lors de la dernière vidéo et j'espère vous le présenter très prochainement, ainsi que les avancements sur UseTool, la plateforme qui permet d'accepter des paiements en blockchain rapidement. Ça aussi, je vous ai parlé récemment, je vous ai dit que j'avais fait une grosse passe dessus en termes de fonctionnalité et de design. Il est temps que je vous montre tout ça. Pour l'instant, j'avais des problématiques très importantes avec mes œufs du marché. Vous retrouvez les fichiers en description, n'hésitez pas à les imprimer chez vous et à très bientôt.